3, 2, 1... Salut à tous, j'espère que ça va très bien en cette période de Coupe du Monde, en ce jour de demi-finale pour la France, mais là, en ce mercredi, vous avez l'habitude, c'est aussi le jour des best-of de live en mode Crystal Ball. Et là, lundi, j'ai tenté un nouveau concept, vous allez voir, je vous l'explique juste après, qui se teste autour des joueurs canadiens en NBA, qui sont très nombreux, mais qui possèdent aussi de très grandes qualités. Mais avant ça, faut que je vous le rappelle, il y a des tout nouveaux produits sur mon shop en mode Frankenstein Players. Là, vous voyez, je porte celui de l'arrière all-time, avec les cheveux de Troy Hudson, le visage de Doug Christie et le masque de Rip Hamilton, notamment. Un délire à créer ce mec-là. Et sur mon shop, vous trouverez le lien en description, vous aurez l'occasion de trouver mes 10 Frankenstein Players, les 5 actuels et les 5 all-time, avec leur gueule sortie de nulle part. Vous irez voir, il y a tout plein de produits, les t-shirts évidemment, mais aussi tout plein de merch. Et personnellement, je suis très content de la qualité de ce que j'ai reçu là. Donc let's go, c'est bientôt Noël, donc si vous voulez vous faire plaisir à vos proches et soutenir la chaîne, c'est sur le shop que ça se passe. Let's go. Shut up and take my money. Mais bref, pour revenir au sujet du jour, je le vois dans les analytics, vous êtes très nombreux à me suivre, depuis le Québec notamment, et je me suis dit que c'était cool de mettre les joueurs canadiens en valeur. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Est-ce que le Canada, aujourd'hui, est la deuxième plus grosse nation basket après les US dans le monde ? Aujourd'hui, moi, j'avais envie qu'on parle des Canadiens, parce qu'en ce moment, on n'a pas moins de 23 joueurs canadiens en NBA. Ce pays est juste, et de loin, le mieux représenté dans toute la grande ligue. Après, bien sûr, les Américains je les compte pas, mais derrière eux, c'est les Canadiens qui sont le plus présents en NBA. Et si pendant longtemps, on pouvait être fiers de nos Français, enfin, je dis pas qu'on peut plus être fiers en tout cas, mais c'est vrai que pendant longtemps, les Français avaient cette place de numéro 2 en NBA, ils étaient nombreux, beaucoup performés. Aujourd'hui, il y a même plus de duel avec le Canada, il y a toujours pas mal de Français en NBA, il y en a peut-être moins qui performent qu'à une époque, même si on a toujours certains qui sont très bons, on a aussi certains joueurs prometteurs, mais aujourd'hui, clairement, il n'y a plus photo, ce sont les Canadiens qui ont pris le pouvoir en tant que deuxième nation en NBA derrière les États-Unis. Et ça, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, en tout cas en France, et voilà pourquoi j'ai trouvé que c'était intéressant d'en faire le thème d'aujourd'hui. Quelque chose d'assez inhabituel sur la chaîne, mais je trouve que ça vaut le coup. Parce que non seulement, comme je disais, les Canadiens sont de plus en plus nombreux là-bas en NBA, donc la quantité est là, mais en plus, moi je suis assez certain, la qualité, on va en parler, vous allez le voir, est de plus en plus présente. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu créer ma Canadian All-NBA Team, et vous allez voir comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est un concept un petit peu inédit. Pour ça, moi j'ai pris chacun des 5 postes, et je me suis amusé, à chaque fois, à vous proposer, pour moi, les 3 meilleurs Canadiens à ce poste-là, à cette position-là. Donc en fait, je vais vous proposer à chaque fois, enfin d'abord je vais vous proposer 3 meneurs, ensuite 3 arrières, ensuite 3 ailiers, ensuite 3 ailiers forts, ensuite 3 pivots. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que je vous aurai présenté les 3 meneurs, puis les 3 arrières, puis les 3 ailiers, etc., à chaque fois, on va partir un peu en mode start bench cut. Là, ce sera plutôt du start bench réserve. Donc, je vous présenterai les 3 meneurs. Vous allez me dire parmi les 3, qui est-ce que vous startez, qui est-ce que vous benchez et qui est-ce que vous mettez en réserve. Tout ça, ça va nous permettre de nous faire une équipe, en gros, avec 3 niveaux, 3 échelons, les starters, le bench et la réserve. Et ça, je trouve ça pas mal. Et ça va nous permettre surtout d'évoquer 15 Canadiens. Donc oui, comme je disais, il y en a 23, je vais pas pouvoir parler de tous malheureusement, mais déjà d'une bonne partie, et quand même je tiens à le préciser, big up à pas mal de gars, dont je parlerai plus tard, et qui ont été des crève-cœurs, et comme quoi il y a quand même du monde, parce que même si j'en ai mis 15, même si j'en ai pris 15, il y en a certains dont j'aurais aimé parler et j'ai pas trouvé de place pour eux. C'est aussi pour ça, d'habitude dans ces lives je présente 6 joueurs, mais là 6 Canadiens, je restais trop sur ma faim, donc j'ai inventé ce système avec 15 et je trouve ça pas mal. Et vous allez voir quand même, ça va nous permettre d'évoquer ceux qui selon moi sont les meilleurs, et ce sera déjà intéressant. Ceux en tout cas que moi je sélectionnerai si j'avais 15 spots pour faire ma Team Canada en vue peut-être d'une compétition internationale, si tout le monde était dispo et que personne n'était blessé. Donc ça, je tenais vraiment à le faire parce que la commu québécoise qui me suit assez nombreusement d'ailleurs le mérite, je pense. Vous m'en avez déjà parlé pas mal. Certains disaient on en a marre d'entendre parler des Français. Ben voilà, ce live il est pour vous, ce best-of YouTube il est pour vous. Et nous, le but, ça va justement être de hiérarchiser cette Team Canada grâce à ma présélection et grâce à vos votes. Ça permettra de voir à la fin, et ça c'est ce que je vais trouver le plus intéressant, si le vivier de joueurs canadiens est actuellement le meilleur au monde, derrière les US sûrement, mais devant la France et devant les autres pays. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en fonction de cette All NBA Team qu'on va construire ensemble.
On commence par les meneurs, évidemment. Et le premier, vous le connaissez tous par cœur, en même temps, vu la saison qu'il est en train de nous pondre, j'ai l'impression que je passe mon temps à parler de lui sur cette chaîne. Le mec, même si sa team d'OKC gagne pas beaucoup, il est en train de percer, et encore, sans Shai Gilgeous-Alexander, parce que bien entendu c'est lui, vous l'avez vu sur le visuel, cette team gagnerait encore bien moins. Alors ok, le Thunder a un bilan de moins de 50% de win pour le moment, mais l'équipe, elle est pas non plus hyper loin des 50%, moins que prévu en tout cas. Moi je les attendais vraiment en bas du classement, et pour le moment, il y a peut-être un monde où si tout va bien, ils peuvent encore lutter pour le play-in, même si à mon avis c'est pas fait. Et pour ça, vraiment, il faut donner un énorme merci et énormément de crédit à Shai Gilgeous-Alexander, qui clairement tourne à des stades de MVP. Il a pas les résultats, il a pas le bilan collectif, je dis pas qu'il est dans la course au MVP, mais ses stats, elles sont quand même magnifiques. Il a plus de 30 points par match, il a des rebonds, des passes au compteur et même des pourcentages qui sont très corrects. Alors ok, ça a jamais été un monstre à 3 points, et c'est toujours pas un monstre, 32% c'est pas fou, mais c'est pas non plus catastrophique, et surtout en fait, il compense grâce à une capacité à attaquer le cercle, un handle aussi, des appuis, un toucher à la finition que je trouve génial, et à mon avis ça, il y a peut-être 99% des joueurs NBA qui doivent être jaloux de ses qualités pour attaquer le cercle, avec autant de qualité athlétique, de feinte, de science du jeu aussi, et puis de précision et de finesse même. Et voilà, on a un mec qui est smooth, qui est clutch, qui est talentueux, et même si c'est toujours pas son domaine de prédilection, parce que je trouve qu'il gamble encore un peu trop pour faire des interceptions, pour en choper ou pour mettre des contres, mais il a quand même fait des progrès en défense qui sont notables. C'est toujours pas un défenseur d'élite, je dis pas ça, mais il est à peu près average pour le moment, et ça c'est quand même déjà cool pour Shai Gilgeous-Alexander, qui en était pas là les saisons précédentes. Donc ouais, quoi dire de plus? Shai, c'est juste un monstre, on l'a déjà beaucoup dit sur cette chaîne il y a pas longtemps, un vrai monstre, et il lui manque sûrement plus que de prouver qu'il peut briller de mille feux aussi dans une équipe qui win pour obtenir tout le respect qu'il mérite. En tout cas, pas besoin d'en faire plus. Dans cette sélection, pour les meneurs, c'était un choix no-brainer pour lequel j'ai pas du tout hésité. On passe au deuxième meneur, et voici maintenant Cory Joseph. Si on suit l'ordre alphabétique des joueurs que j'ai choisis, à chaque fois, par poste, je les ai choisis par ordre alphabétique. Bon, lui, cette saison, c'est pas le gars qui joue le plus, et il faut dire aussi qu'il y a de la concurrence chez les arrières au vu de tous les jeunes qu'il y a à Détroit sur ce poste, entre Cade Cunningham, entre Killian Hayes, entre Jaden Ivey, ça fait énormément de monde. On sait aussi à Détroit qu'on est en reconstruction et qu'on veut donner du temps aux jeunes. Cory Joseph, c'est un peu difficile pour lui de choper du temps de jeu. Néanmoins, il est fort de 12 années d'expérience dans la grande ligue, et du haut de ses 31 ans, Joseph, qui on le rappelle a quand même été champion NBA avec les Spurs en 2014, c'est un vrai joueur de basket sur qui on peut compter, je pense, quand on a besoin de ses skills. C'est vrai que comme ça, quand on regarde, ses stats et ses pourcentages peuvent paraître pas ouf, pas dingo. Parfois, on se demande même pourquoi on a un Dwayne Casey qui le fait jouer autant plutôt que de donner des responsabilités aux jeunes. Mais moi, ce que je kiffe avec Joseph, et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il a du temps de jeu, c'est que dès que t'as besoin de lui, tu sais qu'il jouera juste, qu'il jouera intelligemment, et qu'il fera ce qui est attendu, et qu'il donnera aussi l'exemple aux jeunes. Et c'est important, je trouve, quand t'as une équipe de jeunes, d'avoir un vétéran qui va donner l'exemple et qui va jouer de la bonne façon, sans en faire trop s'enflammer, en étant patient, en dictant le tempo, en ralentissant un peu le jeu quand il faut, et en calmant un petit peu ce qu'il faut grâce à sa sérénité et son expérience. Là, dernièrement, il nous a sorti quelques matchs à 10-12 points, d'autres à 5, 6, voire 7 passes décisives, et définitivement, à Détroit, moi je trouve que sa sagesse est très utile à un Dwayne Casey pour driver les jeunes, et notamment les arrières. Il sert de relais du coach un peu, et j'aime bien, j'aime ce côté vétéran sûr, qui apporte son calme au milieu de toute cette fougue qu'il y a chez les Pistons. Alors ouais, Joseph ce sera jamais une superstar, mais peu importe, c'est un Canadien qui est un joueur collectif par excellence, un leader aussi, qui sait ce qu'il faut faire pour aider sa team, et ça aussi pour moi, à mes yeux, ça a de la valeur, même si ça se voit pas forcément dans les stats. J'aime ce que ça donne sur le terrain, et j'aime ce que ça donne dans le vestiaire. Voilà pourquoi, même si j'ai hésité, vraiment, j'ai eu pas mal d'hésitations, mais j'ai quand même fini par le mettre dans ma sélection pour ce qu'il pouvait apporter justement dans tous ces domaines-là, grâce à son expérience notamment. Et enfin, en troisième meneur que je vous propose dans ma liste de Canadiens, Jamal Murray. Donc tout de suite, on va faire un big up avant de parler de Jamal Murray, et je suis vraiment déçu de ne pas avoir trouvé de place à Nickeil Alexander-Walker. Mais en termes d'expérience ou d'échantillon sur un niveau qui a été montré sur la durée, j'ai préféré les trois que j'ai choisis aujourd'hui plutôt qu'aux joueurs de Utah, parce que Nickeil Alexander-Walker joue à Utah maintenant. Et même s'il a sorti un match à 27 points assez énorme dimanche, moi j'en veux plus, et sur la durée, pour le mettre dans cette liste. Maintenant, si vous le préférez à certains, moi j'ai aucun problème avec ça, c'est un choix personnel que j'ai fait, quoi qu'il en soit, je me prive pas de lui faire un gros big up. Mais maintenant, revenons quand même à Murray, qui lui, de toute façon, était un choix un petit peu no-brainer. Il est dans une situation un petit peu particulière à Denver, vu qu'il revient d'une grosse blessure, il a pas joué pendant 1 an et demi, et c'est vrai que jusque-là, même s'il réalise pas forcément la meilleure saison de sa carrière, et qu'il a pas tout à fait encore retrouvé le niveau de jeu qu'il avait avant de se péter, on a quand même un mec qui, même si on peut être un peu déçu,
est présent sur le terrain. Il fournit toujours des stats intéressantes, il a toujours des pourcentages corrects, il joue plutôt juste, et mine de rien, même si ceux qui l'attendaient directement retrouver un niveau de star peuvent être un petit peu, alors dépité le mot est fort, mais déçu ça va bien, mais moi je trouve que pour un joueur qui a manqué autant de matchs et qui joue moins de 30 minutes par rencontre, il fait le taf et il le fait plutôt bien. Puis moi ce que je me dis c'est qu'il a que 25 ans aussi, donc je reste patient, je suis persuadé qu'il va continuer à monter crescendo, parce qu'il est en train de le faire là, et encore plus quand les playoffs vont arriver. On connaît Murray, on connaît son amour du sang, on connaît son amour des matchs tendus aussi, on connaît son insolence, on connaît sa clutchness, il faut s'en rendre compte de tout ça, même s'il est capable de mieux, tourner après 18 points et 5 passes dans une équipe comme les Nuggets qui a des ambitions, ça reste très lourd. Puis en vrai, ça se sent discrètement, c'est ce que je disais, peu à peu, il est en train là, ces dernières semaines, de retrouver ses sensations. Le mec, même si c'est pas encore ultra régulier, même s'il sera peut-être pas présent à tous les matchs, il nous a quand même fait un mois de novembre à 20 points par match, il a mis un gros shoot clutch aussi face aux Blazers pour répondre à Damian Lillard, j'ai adoré cet échange, et face aux Rockets, il a même sorti une perf à 31 points à 4 sur 8 de loin. C'est lourd tout ça, donc ouais, méfiez-vous de Jamal Murray, sa rééducation n'est peut-être pas encore tout à fait terminée, il va falloir qu'il se remette mentalement, physiquement encore un petit peu, mais dès qu'il se sentira à 100%, dans la tête comme dans les jambes, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il redeviendra sans souci le joueur qu'il était, et donc évidemment c'était impossible selon moi de ne pas le sélectionner aujourd'hui parmi les 3 meneurs. Et donc suite à vos votes, pour les meneurs, je suis d'accord avec vous, pas trop de surprise. En starter, Shai Gilgeous-Alexander qui nous fait, comme je disais, une saison de fou furieux. Alors ok, pour l'instant il est pas dans une équipe qui gagne, mais difficile de ne pas le mettre starter au vu de ce qu'il montre. Pour l'instant, il a le niveau déjà presque d'une superstar, même si ça peut se débattre encore vu qu'il gagne pas assez de matchs. Mais ce niveau individuel pour moi est trop fort pour ne pas le mettre starter. Jamal Murray au poste de meneur backup, franchement ça fait un meneur backup de super luxe. Donc déjà 2 gros meneurs au Canada. Et en numéro 3 en réserve, pas de surprise non plus parce qu'il est bien en dessous des 2 autres, mais Corey Joseph qui pourra apporter quelques minutes et apporter son expérience. Moi aussi j'aurais hiérarchisé ses postes comme vous, et même s'il y a eu Nickel Alexander Walker à la place de Corey Joseph, il serait arrivé en 3 à mon avis. Donc voilà en tout cas pour la hiérarchie des 3 meneurs canadiens, il n'y a plus qu'à passer aux arrières. Alors chez les shooting guards, voici un Canadien dont on parle trop peu à mon goût, Luguentz-Dort. Lui, il est considéré à juste titre comme un expert de la défense, avec son corps de buffle, avec ses bras interminables aussi, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de crédit à lui donner de ce côté-là du terrain. Néanmoins, je trouve qu'on l'oublie bien trop souvent, il a fait d'incroyables progrès en attaque aussi depuis 2 ans, je dirais, là, grosso modo à vue de nez. Alors c'est vrai qu'il joue au OKC, une team qui lui laisse pas mal prendre de tickets shoot, qui accepte aussi ses pourcentages compliqués, parce que c'est vrai que statistiquement, c'est pas un joueur qui est très adroit, et qui est pas un attaquant né, et c'est vrai que sûrement dans une team plus ambitieuse, il mettrait sûrement pas sa petite quinzaine de points par match parce qu'il aurait probablement moins de tirs, moins d'occasions et moins de responsabilités offensives. Néanmoins, en attaque, moi je le trouve de moins en moins brut et de plus en plus d'essayer de mettre des catch and shoot de temps en temps, avec une régularité qui est assez aléatoire, mais ce que j'apprécie, c'est qu'il arrive quand même à utiliser son corps et ses épaules pour attaquer le panier, et déjà c'est encourageant, ça lui fait des points de façon un petit peu plus régulière. Ajoutons à ça le fait qu'il propose de bons cuts, le fait qu'il puisse partir en contre-attaque aussi, et déjà moi je trouve que Luguentz-Dort, par rapport à ce qu'il faisait en début de carrière, il arrive à s'en créer des occasions pour marquer des points. Je dirais pas jusqu'à dire qu'il est un two-way player encore, pour ça il a encore de vrais progrès à faire en attaque, mais à 23 ans il est encore tout à fait capable de le devenir au fur et à mesure que sa carrière va avancer. Surtout que, comme je disais, moi je le pardonne parce que c'est déjà un défenseur élite qui, malgré son petit mètre 90 tous les soirs, peut partir sans souci en mission sur le meilleur scoreur adverse, et ça déjà ça a de la valeur à mes yeux. Physiquement c'est juste un monstre, donc ouais, Luguentz-Dort c'est un Québécois d'origine haïtienne si je me plante pas, et c'est tout à fait le genre de joueur avec qui tous les jours moi je suis capable de partir à la guerre tellement il peut donner défensivement et tellement il peut se jeter sur les 50 balls, c'est quelque chose que j'adore ça. Des soldats comme lui, il en faut dans un effectif, et ce rôle de guerrier lockdown, si je peux me permettre, Dort saura le remplir de façon méga régulière, et puis avec brio en plus. Et quand en plus il sera dans un soir où il mettra dedans, de loin, lui qui arrive de plus en plus en tout cas à être utilisé en catch and shoot, des fois ça rentre pas, mais quand ça rentre, croyez-moi, sa valeur elle a pas de prix tellement il peut être efficace, off-ball, mais surtout en défense. Donc oui, avec ces qualités-là, même si en attaque, je reste un peu sur ma faim et il y a des choses qui laissent à désirer, le reste compense largement, et bien sûr que j'allais le sélectionner, le Luguentz-Dort. Le deuxième, voilà encore un joueur dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'il a été mentionné dans ma vidéo sur les Awards récemment, en étant bien placé pour le trophée John Duff, ainsi que pour le trophée Joker, et aussi on l'a très bien classé dans ma vidéo Tier List Rookie. Donc c'est vrai que Bénédicte Mathurin, j'ai l'impression de passer ma vie à en parler ces derniers temps dans les lives. Et c'est vrai que c'est normal,
tant il y a de hype et tant il y a de buzz autour de lui. Son profil au Québécois, j'ai eu l'occasion de l'aborder maintes fois ici, donc je vais pas non plus en faire des masses. Et en même temps, moi je trouve qu'il faut en parler de Bénédicte Mathurin, vu le début de saison qu'il fait, le début de carrière NBA qu'il fait. Lui, c'est un petit peu l'inverse de Lou Dort. Sa défense sur l'homme, elle est plutôt correcte, il a le physique pour ça, mais loin du ballon, ça laisse à désirer. Il y a encore beaucoup d'erreurs. C'est encore loin d'un expert défensif, même si il pourra le devenir. Ça, je fais pas de croix dessus. Par contre, en attaque, quel crack. On dirait pas qu'il est seulement rookie. En tant que 6e homme, c'est un rôle dans lequel Carlisle adore l'utiliser. On a un Mathurin qui joue des minutes de titulaire, et ça, il le rend bien à son coach. Le mec, c'est un scoreur né, qui est capable d'attaquer la peinture avec talent, pour finir soit en finesse, soit en puissance, il est capable des deux, mais qui aussi, et ça, c'est ce qui m'a le plus surpris depuis son début de saison, qui peut aussi balancer des bombes de loin, soit en catch and shoot, en profitant des super passes de son meneur Tyrese Haliburton, soit en pull-up, parce que oui, Mathurin, pour créer pour lui-même, c'est aussi un crack. Ajoutons à ça sa bonne science du placement aussi, ses cuts bien sentis qui lui permettent de jouer off-ball, et vous commencez à comprendre à quel point, à seulement 20 ans, Mathurin possède un bagage déjà super bien rempli offensivement. Non seulement c'est un super rookie, vraiment un super jeune au potentiel exceptionnel, mais en plus de ça, moi je trouve qu'à l'heure actuelle, déjà, il a un vrai talent. En même pas 2 mois en NBA, tout le monde, ou presque, est déjà all-in sur Bénédicte Mathurin, et c'est mérité, j'ai pas l'impression qu'on en fasse trop. Il suffit de le voir jouer une fois ou deux pour comprendre pourquoi. Il est régulier en plus dans son scoring. Moi je trouve ça très fort à son âge. Et je pouvais pas du tout me passer de lui dans ma sélection, ça c'est clair et net. Enfin, pour le 3e arrière, j'enchaîne avec Shaedon Sharpe. Là c'est vrai, encore une fois, de toute façon il y a plein de postes où j'ai galéré. J'aurais pu mettre Andrew Nembhard à sa place, qui déjà aujourd'hui possède un jeu plus mature que Shaedon Sharpe, qui est plus polyvalent aussi que Shaedon Sharpe. Et oui, j'ai beaucoup hésité, je changeais d'avis toutes les 10 minutes, et au bout d'un moment il a fallu que je tranche. Donc je veux parler un petit peu de Nembhard, qui possède un vrai sens du playmaking, qui fait moins d'erreurs que Sharpe, qui a fait quelques cartons aussi, qui a été hyper clutch récemment, et tout ça, ça pèse. On a un arrière des Pacers qui est un rookie de bientôt 23 ans, donc un rookie âgé, et ça se sent vraiment dans son jeu qu'il a de l'XP. Et ça, pour moi, ça pourrait être utile. Cependant, moi, je me suis dit, dans les meneurs, on a déjà Corey Joseph qui a beaucoup d'XP, et on parle d'une autre XP qu'un joueur de 23 ans, même si je rejette rien à Andrew Nembhard, mais voilà. Moi, ce que je dirais, c'est une fois n'est pas coutume, pour ce choix, j'ai préféré miser sur la jeunesse avec Shaedon Sharpe, qui certes est moins poli que Nembhard, mais qui possède à mon avis un talent et un potentiel extraordinaire à seulement 19 ans, qui sont complètement fous, et moi qui me hype de dingue en fait. On a un Canadien qui avait même pas joué un seul match en NCAA avec Kentucky l'année dernière, qui clairement manque encore d'expérience au plus haut niveau, mais qui a des qualités athlétiques et un sens du basket offensivement qui sont tellement développés que finalement moi peu importe, je me dis même s'il est pas encore poli, il s'en sort déjà très bien pour son âge et pour ce qu'on attendait de lui en vrai, pour un mec qui a si peu d'expérience au haut niveau. Donc oui, lui non plus, la défense c'est pas forcément son fort pour le moment, et même si son physique compense des choses, lui aussi il est capable d'être fort sur l'homme, mais il est un peu plus perdu off-ball. Je trouve qu'il manque surtout de discipline et de focus. Néanmoins, en attaque, même si ces caractéristiques-là, on va y arriver, ces caractéristiques-là, qui sont liées surtout à mon avis au manque de maturité, peuvent se faire sentir, en attaque, quel phénomène. En ISO, en 1 contre 1, j'adore, il peut défier n'importe qui, c'est un mec qui est vif, qui est explosif, qui est puissant, qui possède un très bon handle aussi, qui lui permet de créer pour lui-même. On a un Sharpe qui hésite pas à prendre des pull-ups compliqués, et j'apprécie comment ces tirs-là en plus, qui pourraient être catastrophiques chez plein de joueurs, lui il peut les mettre avec des pourcentages qui sont très corrects, 47% au global, 37,5 à 3 points, c'est lourd, et c'est ce qu'on appelle avoir le sens du panier, à 2 comme à 3 points concernant Shaedon Sharpe, et pour moi ça, il a des qualités assez uniques. Ajoutons à ça ses dunks de fou furieux, quand il part en drive ou quand il fonce en transition, ses cuts aussi, qui sont bien réfléchis, qui fait dans le bon timing, qui réalise off-ball, et ça montre qu'il peut aussi jouer avec des mecs comme Damian Lillard ou Anthony Simons, et encore une fois, je trouve qu'on a un attaquant qui sait vraiment tout faire, mais qui se spécialise vraiment dans le jeu au-dessus du cercle. Alors oui, c'est peut-être un scoreur un peu unidimensionnel pour le moment, mais qu'est-ce qui fait ça bien? C'est un sacré scoreur. Il a déjà fait plusieurs perfs entre 15 et 20 points, qui sont là pour prouver tout ça. Donc oui, à ce jour, Nembhard, peut-être en termes de niveau de jeu actuel, il méritait plus que Shaedon Sharpe, vu ses qualités et sa maturité, mais moi je me dis, le plafond que Sharpe peut atteindre très vite en plus, et même sur un match, on sait qu'il peut complètement exploser, je le trouve tellement haut, que je trouvais ça intéressant de lui donner sa chance dans cette sélection. Et mine de rien, voir que pour faire le nombre au poste 2, pour en garder que 3, on est obligé soit de se séparer du talent de Sharpe et de son potentiel, soit de la justesse de Nembhard. Ça montre à quel point le vivier canadien est profond déjà. Et bon, j'avoue que pour ce choix, et je l'assume, j'ai pas mal fait parler le cœur, le potentiel aussi et le plafond, je le ferai pas à chaque fois, mais pour ce coup-là, ouais,
j'ai préféré Shaedon Sharpe, et ça me va bien de le mettre dans mes trois shooting guards. Pour le poste 2, je trouve ça super intéressant ce que vous m'avez fait, parce que effectivement, sur le talent, on aurait pu avoir envie de mettre Bénédicte Mathurin en premier, mais vous avez préféré, et une large majorité en plus, vous avez préféré mettre Luguensdort, parce que pour vous dans le 5, il fallait un peu plus d'expérience, même si Luguensdort est très jeune, hein, et qu'il a 23 ans, et aussi de la défense, et surtout, vous avez voulu laisser Mathurin dans son rôle de bencher, hein, d'étincelle en sortie de banc. Alors j'allais dire 6e homme, mais on a déjà Jamal Murray en 6e homme, donc peu importe la place qu'il aura dans la rotation, mais en tout cas en sortie de banc pour mettre le feu, un rôle qu'il affectionne, un rôle dans lequel il a déjà fait ses preuves sur ce début de saison avec Indiana, et j'aime bien cette hiérarchie, je trouve ça cohérent d'avoir mis Dort titulaire, Mathurin en 2e, et effectivement Sharpe, malgré tout son potentiel, je le mets encore un poil en dessous, je pense que même si ça avait été Andrew Nembhard, pareil, hein, il aurait fini à la 3e place, mais je trouve ça cool. Je pense que j'aurais fait cette hiérarchie aussi. Donc pour l'instant, on est plutôt d'accord. Donc let's go. Luguensdort en starter, Bénédicte Mathurin en tant que remplaçant, et en tant que réserviste, on a du Shaedon Sharpe. Et franchement, déjà sur les postes 1 et 2, on a du beau monde, je trouve. Alors maintenant, parlons de R.J. Barrett parmi les ailiers. Bon, cette saison, je le cache pas, je suis un peu déçu le concernant. L'an dernier, il avait fait un super début de campagne, montrant qu'il était toujours efficace en défense, tout en commençant à gagner en maturité en attaque. Mais sur la deuxième partie de la saison, je l'ai trouvé changé, avec des Knicks qui jouaient plus grand chose. Il a des stats, c'est vrai, personnellement, qui ont augmenté, mais je suis quand même resté sur ma faim, j'avoue. Le mec, j'ai trouvé, il jouait presque plus pour lui que pour le collectif, et même si ça lui permettait de produire de beaux chiffres, même si ça lui a permis de finir sa saison à plus de 20 points par match, ce qui était un objectif apparemment personnel, j'ai pas trouvé ça ouf son attitude, même s'il est jeune, hein, et que je lui en veux pas, mais j'aime pas vraiment quand tes buts personnels, ils sont plus individuels que collectifs, et c'est l'impression un peu que R.J. Barrett donnait sur le terrain. C'est un mec qui scorait, mais je trouvais sa sélection de tirs qui était mauvaise, très mauvaise même, et bon, je voulais pas trop lui en vouloir, vu comment les Knicks ne jouaient plus rien, vu comment ils avaient plus d'ambition, je pouvais presque comprendre qu'il ait envie aussi de polir ses stats, sachant qu'en plus de ça, il était sujet et client pour une prolongation de contrat, et ça me rendait plutôt optimiste pour cette saison, en me disant que au moins peut-être ce passage lui aurait permis de prendre confiance, notamment sur son shoot extérieur, et tout ça pourrait peut-être se polir cette année avec les Knicks, en me disant que peu à peu même, peut-être, il pourrait prétendre au statut de go-to guy. Sauf que là, après un quart de la saison, force est de constater que j'ai peut-être été un petit peu optimiste le concernant. Moi je trouve qu'il joue encore trop de façon individualiste, qu'il a toujours du mal à trouver sa place dans le collectif, que la présence de Brunson, il a du mal à s'y adapter également, et surtout, en défense, je le trouve moins percutant que par le passé, peut-être moins focus, j'ai l'impression qu'il se donne un peu moins, et concernant sa sélection de tirs, c'est toujours aussi compliqué qu'en deuxième partie de saison dernière, c'est même peut-être encore pire quoi. Donc maintenant c'est vrai qu'en parlant, je suis très critique le concernant, mais quand on regarde ses pourcentages, 40% au global, 28% à 3 points, c'est médiocre, et c'est sûr que si je suis si sévère, c'est que aussi j'avais beaucoup d'attentes le concernant. Ça reste un joueur maintenant qui a un talent impressionnant, un physique très intéressant, et pour le moment par contre je trouve qu'il n'a pas encore prouvé qu'il méritait son contrat énorme là à 120 millions qui a été signé cet été. J'aimerais qu'il arrive mieux à placer le curseur en fait entre le joueur trop discret et collectif peut-être qu'il était en début de carrière pendant sa saison rookie et une partie de sa saison sophomore, et l'attaquant individualiste qu'il est un peu en train de devenir en ce moment. Bon, ça l'empêche pas d'être dans ma sélection en mode no-brainer quand même, parce que ça reste un super joueur de basket qui a de vraies qualités, il faut juste qu'il jauge un peu, qu'il dose plus, mais voilà, c'est ça, de sa part, moi, cette saison, j'attends quand même plus de maturité, plus d'adaptabilité, tout ça, c'est certain. Même s'il a que 22 ans, il est quand même dans sa 4e saison en NBA, et on espère pour lui et pour les Knicks que tout ça, cette maturité, ça arrivera vite, parce que pour le moment, même si ce qu'il montre reste correct, hein, c'est pas donné à tout le monde de tourner à plus de 18 points par match, il donne un peu l'impression de plafonner depuis 1 ou 2 ans. Donc à lui maintenant de mieux choisir ses tirs, et d'augmenter ses pourcentages pour progresser. N'empêche que, comme je le disais, malgré tout ça, je pense que rien qu'au vu de son talent et de ce qu'il est capable de faire même quand il force, il mérite d'être dans la sélection. Pour mon deuxième ailier, on enchaîne avec un autre profil qui selon moi a aussi des soucis dans sa sélection de tir. Dillon Brooks. Parce que oui, on a un Canadien là qui a un vrai talent de scoreur, ça c'est clair, c'est un mec qui peut dynamiter une défense, mais parfois, le mec il est capable d'envoyer des séries de saucissons contre le flot du jeu qui ont tendance à m'agacer un petit peu, et c'est vrai que ça fait souvent que je le répète en live, et c'est une vérité. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir pour ça ? Non, ça a toujours été sa façon de faire, ça fait des années que ça dure, et ça fait des années que je le critique pour ça. Quand ça rentre dedans, on crie au génie, mais toutes ces fois où il se prend un peu pour ce qu'il n'est pas, pour un joueur qu'il n'est pas, pour un super scoreur, c'est quand même compliqué, sa sélection de shoot de manière globale. Après, mine de rien, même si encore une fois je donne l'impression d'être très critique, j'apprécie que Dillon Brooks soit toujours un joueur qui joue avec énormément d'intensité, énormément d'énergie, et au moins avec lui, on peut pas lui reprocher, les shoots sont pris, et en défense, même s'il y a parfois des erreurs,
et des fautes évitables, parce que des fois il y a peut-être trop d'énergie, trop de volonté et trop d'agressivité. Au moins c'est un joueur qui donne tout. Maintenant ouais, vous l'avez compris, ce qui m'agace c'est surtout son irrégularité offensive. C'est un mec qui est capable de faire des matchs à 4 points, d'autres matchs à 30 points, et finalement le voir faire des 2 sur 11, des 3 sur 11, c'est mine de rien assez fréquent concernant Dillon Brooks. C'est trop fréquent en tout cas à mon goût. Néanmoins, ça reste un titulaire indiscutable en NBA. À Memphis, qui est une équipe avec des ambitions, il fait du bien à cette team, que ce soit en défense ou au scoring, pour soulager Ja Morant, et qui pour son attitude globale, pour l'énergie qu'il met aussi sur le terrain de manière générale, pour son tempérament de winner aussi, pourra faire du bien, je pense, à n'importe quel effectif s'il n'est pas surutilisé et qu'on fait attention à ce qu'ils prennent pas trop de shoots les soirs où ça rentre pas. Donc ouais, malgré les défauts que j'ai à souligner concernant Dillon Brooks, il a aussi de vraies qualités, et bien sûr que j'allais le prendre dans ma sélection. Et pour le troisième Canadien ailier de ma sélection, voici encore un two-way player, parce que déjà R.J. Barrett et Dillon Brooks peuvent être considérés comme des two-way players, mais là on en a encore un, voici Andrew Wiggins. Malheureusement pour moi, on va faire un petit big up encore parce qu'on est au troisième, et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le faire à cette étape-là parmi les postes, mais ça a été difficile pour moi de trouver une place à Oshie Brissett, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait à Indiana. Après Nembhard d'ailleurs, les fans des Pacers vont croire que je leur en veux, heureusement que j'ai pris Mathurin au poste 2, mais il s'en est fallu de peu finalement pour que les Pacers aient 3 représentants aujourd'hui, mais sauf que Brissett, je me voyais pas le mettre devant Barrett, devant Wiggins et devant Brooks. Et pour revenir à Wiggins justement, on en parle peu je trouve cette année, comme si on était habitué un petit peu au niveau de jeu qu'il a réussi à acquérir l'année dernière, et c'est dommage à mon sens qu'on n'en parle pas plus. Peut-être que l'année dernière on en parlait trop, mais moi j'ai l'impression que cette saison on n'en parle pas assez. L'an dernier il a un peu choqué le monde en chopant sa première sélection All-Star et en ayant un énorme rôle défensif en play-off, notamment en finale, sauf que cette saison, rideau. Wiggins, comme je disais, on évoque quasiment plus son nom. Est-ce que c'est parce que son niveau a baissé ? Non, au contraire, je crois que c'est surtout qu'on s'est habitué à le voir bon et que c'est devenu un réflexe. Il fait son taf, on n'en parle pas, assez réglé. Pourtant, pour moi, derrière Stephen Curry aux Warriors, Andrew Wiggins c'est un pilier, sûrement le joueur le plus régulier de l'effectif, sur lequel Steve Kerr sait qu'il peut s'appuyer soir après soir pour scorer sa quinzaine de points et surtout défendre le plomb. De là à dire qu'il a un niveau de starter All-Star, non, j'irai pas jusque là, et je pense que la hype qu'il y a eu au moment des votes a grandement été responsable de ça l'an dernier. N'empêche que je trouve qu'on a tort de le mettre aux oubliettes, on a tort de peu parler de lui, tant désormais en fait à Golden State il a trouvé un rôle qui lui convenait, et tant Steve Kerr arrive à l'utiliser de la meilleure façon possible, et tant aussi il continue à jouer avec énormément de sérieux et d'efficacité. Ses pourcentages sont excellents, il force plus ses pull-ups, même s'il en prend encore de temps en temps, il prend les bons, et aujourd'hui il sait réellement comment il peut être efficace. Ça je kiffe, notamment en utilisant ses super qualités athlétiques, c'est sa qualité principale pour aller au cercle et tout dégommer. Ça lui permet aussi d'être très utile en défense, d'être très bon, un secteur où il arrive à prendre peu de risques, où il gamble pas, et pourtant il peut se muer en sensu pour le meilleur attaquant adverse, et ça j'aime beaucoup aussi. Donc ouais, Wiggins c'est sûrement pas la superstar qu'on attendait au moment de sa draft, et je pense d'ailleurs que ce serait une erreur encore aujourd'hui de trop le responsabiliser, mais pour jouer avec d'autres scoreurs et apporter toutes les petites choses qu'il faut des deux côtés du terrain, moi je le trouve exemplaire, que ce soit dans les performances sportives ou même dans l'attitude. Ajoutons à ça que récemment il nous a pondu une énorme prestation à 36 points, avec un énorme coup de chaud aussi, à 8 sur 10 à 3 points de mémoire, donc rien à dire. Gros GG à Andrew Wiggins pour être devenu le joueur qu'il est devenu, après avoir reçu tant de bashing en plus pendant le début de sa carrière. Il peut, selon moi, on va voir ce que vous en dites, mais selon moi s'afficher comme l'un des piliers de cette sélection canadienne. Et donc pour le poste 3, vous avez choisi sans surprise Andrew Wiggins en starter, j'aurais fait la même chose. Par contre moi j'aurais beaucoup hésité entre R.J. Barrett et Dillon Brooks, et vous aussi, ça a été serré le vote, mais vous avez quand même choisi R.J. Barrett en remplaçant et Dillon Brooks en réserviste. J'aurais probablement fait ça aussi, tellement le talent de R.J. Barrett est haut, et tellement il déjoue en ce moment, et je me dis que le niveau qu'il a actuellement, ça peut pas être représentatif de son niveau, il a aussi un potentiel plus élevé, tandis que Dillon Brooks, je crois qu'il restera toujours le joueur qu'il est. Donc peut-être que actuellement on peut comparer leur niveau et dire qu'ils sont un petit peu égaux, ou j'en sais rien, c'est peut-être même précipité de dire ça, mais Barrett peut faire tellement mieux que oui, moi aussi je l'aurais mis remplaçant, et j'aurais mis Dillon Brooks réserviste. Pour l'instant on est assez d'accord sur toutes les hiérarchies pour les 3 premiers postes, mais vraiment entre vos arguments et vos votes, je trouve ça super intéressant ce qui est en train de se passer pendant ce live. Peut-être que effectivement dans la rotation je mettrais Barrett devant Brooks, mais dans un match serré, si Wiggins était sorti pour 6 fautes et que je devais choisir sur les 2 dernières minutes entre Brooks et Barrett, là je ferais peut-être plus confiance à Brooks, qui est capable d'être très clutch par exemple. Et ce que Barrett a déjà mis 1 ou 2 paniers clutch dans sa carrière, mais Brooks, lui, il n'hésitera pas à prendre ses responsabilités. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi à mettre, même si effectivement, même si Brooks aurait peut-être moins de temps de jeu sur la globalité, en fin de match sur le terrain, s'il n'y avait pas Wiggins, c'est peut-être lui que je laisserais. On passe maintenant aux intérieurs, aux ailiers forts pour commencer. Et même si oui, il y a moins de talent brut,
à l'intérieur hein, que pour les autres postes, que pour les postes 1, 2 ou 3 où on avait énormément de profondeur et de joueurs disponibles avec beaucoup de crève-cœur. Je trouve quand même qu'on a des profils de qualité, avec des mecs qui peuvent se muer en soldats et réaliser tout le sale boulot qu'on attend de pas mal d'intérieurs, de joueurs de devoir dans la raquette, à commencer par Chris Boucher que je vous présente ici. Lui, ce que j'aime, c'est sa polyvalence. En sortie de banc, en un petit temps de jeu, il peut faire tout ce qui est utile pour sa team. Il peut mettre des points rapidement. Enfin franchement, c'est le mec est chaud tout de suite, il peut se battre en défense, il peut se jeter sur des ballons, hein, il joue avec beaucoup d'intensité, il peut prendre des rebonds aussi, il peut même planter quelques 3 points de temps en temps, même si cette saison son adresse n'est pas folle dans le secteur, mais je me rappelle la saison dernière d'un match contre les Sixers où il avait complètement pris feu, et ça aussi c'est super utile, et voilà, ça montre aussi que même si pour l'instant ses pourcentages de loin sont pas ouf, impossible de le laisser trop seul derrière la ligne, et oui, il provoquera du spacing, et ça c'est intéressant, les adversaires savent que c'est trop dangereux de le laisser tout seul. Il peut également créer pour lui un minimum, balancer quelques pull-ups après 1 ou 2 dribbles, il peut profiter aussi de bons ballons sur des cuts, il peut même jouer le pick and roll, il fait beaucoup de choses et il profite même de sa grande envergure pour choper des ballons aériens à aller-hoop. Donc ouais, c'est clairement pas une star Chris Boucher. Par contre, moi je trouve qu'il enfilera parfaitement le costume de l'intérieur de devoir dans n'importe quel effectif, qui fera du bien en sortie de banc ou en titulaire, de toute façon quel que soit le rôle que tu lui donneras, et ça pour moi ça ajoute une vraie valeur à son basket, qui je trouve a déjà 29 ans, hein. J'oublie souvent qu'il a 29 ans Chris Boucher, parce qu'il est toujours en train de continuer à progresser, et ce des deux côtés du terrain, grâce notamment à une compréhension du jeu que je trouve de plus en plus développée, qui est vraiment intéressante. Ouais, c'est un joueur que j'aime bien, donc oui, le sélectionner, ça me paraissait pas du tout déconnant parmi les ailiers forts du Canada. Maintenant, comme deuxième ailier fort, voici Brandon Clarke, des Grizzlies, qui lui aussi me fait vraiment kiffer en termes de QI basket. Ça, pour moi, c'est sa qualité principale. Bon, lui, par contre, c'est clair, c'est pas un shooter, et même le fait d'avoir retravaillé sa mécanique de shoot, hein, il y a 1 ou 2 ans, mais ça l'a pas vraiment fait step up dans le domaine, j'ai même l'impression qu'il a régressé depuis. Par contre, peu importe, parce que en attaque comme en défense, j'apprécie énormément ses lectures qui lui permettent d'être toujours au bon endroit au bon moment, pour soit venir en aide, soit développer une solution grâce à son excellente gestion des timings et son excellente gestion des déplacements. J'ai l'impression, lui, que depuis qu'il est rookie, il joue déjà comme un vétéran, et ce genre de caractère, ce genre d'attitude, moi ça me plaît beaucoup. Il est ce genre de joueur qui connaît parfaitement ses forces, qui connaît le basket, qui en fera jamais trop, et j'apprécie également énormément sa régularité et surtout sa capacité à combler tous les manques de son équipe en fonction des besoins. S'il y a besoin de rebonds, il peut aller en choper une douzaine. S'il faut du scoring, il se libérera avec des cuts notamment, en se mettant des dunker spots pour trouver de bons ballons près du cercle. S'il y a besoin de défense, pareil, il jouera avec intensité, il se battra, il pourra jouer de son physique pour défendre sur des pivots aussi, il sera assez mobile pour faire pas mal de choses, et tout ça en vrai avec un sérieux, une propreté aussi et une justesse qui me font kiffer. Donc ouais, lui non plus, ce sera probablement jamais une star, mais je suis persuadé qu'il fait partie de ce genre de joueurs qui feront toujours du bien à toutes les équipes grâce à son intelligence, dans n'importe quel effectif, quel que soit le niveau même, ou même quel que soit son rôle, en tant que titulaire ou en sortie de banc, oui, il fera du bien. J'aime beaucoup ce genre de joueurs qui peuvent apporter partout, quel que soit le contexte, et c'est la principale raison pour laquelle Clarke me semble mériter sa sélection dans les 15 joueurs que j'ai pris aujourd'hui. Et maintenant, on boucle le chapitre des ailiers forts avec un autre joueur de devoir, Trey Lyles, et lui, ce que j'aime, c'est qu'il sait saisir les opportunités globalement, et bien souvent. C'est vrai que depuis le début de sa carrière, il est habitué à un rôle en bout de banc, mais quand même, je trouve que quand on lui donne l'occasion, il arrive à trouver une petite place. Je trouve que c'est un mec qui a très bonnes mains, qui propose de bonnes choses aussi, et même si parfois je le trouve un petit peu trop invisible sur le terrain en termes d'énergie pour obtenir beaucoup de minutes régulièrement, je suis sûr que dans un statut de joueur de rotation, il a une vraie place en NBA. Bon, cette année, il est en difficulté avec son tir, et effectivement, j'ai l'impression que la grosse concurrence à Sacramento joue un petit peu sur sa confiance. Là, en fait, alors que, et c'est dommage je trouve, parce que je le trouve très habile près du cercle, hein, je disais qu'il avait de bonnes mains, il est essentiellement utilisé comme un spot-up shooter. Et je comprends, hein, parce que Sacramento, c'est une équipe qui est quand même beaucoup orientée vers la peinture, avec beaucoup d'arrières même qui vont driver, qui vont attaquer le cercle, donc c'est nécessaire d'avoir des joueurs qui écartent. Et Trey Lyles est utilisé comme ça. Donc dans ce rôle-là, quand il met dedans, il peut clairement planter ses 15 ou 16 points. Lui, cette année, il prend les 3 quarts de ses shoots à 3 points, donc ça montre comment il est utilisé. Mais désolé, pour moi, même s'il est capable de faire des choses correctes, hein, de temps en temps, dans le domaine du floor spacer, mais c'est pas un sniper, Trey Lyles. Et je préfère vraiment, quand il utilise son talent dans la peinture, lui qui finalement possède aussi vraiment de bons appuis, un bon sens du cut également, et ça il l'a montré notamment en fin de saison dernière quand on avait un Sabonis qui était absent, avec un paquet de perfs entre 15 et 20 points, et même une pointe à 24, et c'est ce Lyles là moi que j'aimerais retrouver, même si c'est pas forcément ce Lyles là dont les Kings ont besoin. Dans cette équipe du Canada, peut-être que c'est plus un Lyles près du cercle qu'on utiliserait. Malheureusement là pour le moment, en tout cas en ce début de saison, moi je trouve qu'il cherche un petit peu trop son rythme, un petit peu trop son agressivité aussi, son tempo, et je
trouve qu'il s'éloigne beaucoup trop, lui qui a beaucoup plus de talent à l'intérieur qu'au périmètre, et ça s'en ressent vraiment dans son impact et dans ses stats. Maintenant, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est lui qui devient un peu soft et qui veut de moins en moins attaquer la peinture? Je pense pas, je pense que c'est plutôt le rôle qu'on lui demande de jouer du côté de Sacramento. Après, je sais qu'il est capable de mieux, ça a joué hein, dans sa sélection parmi les 15, et le fait qu'il ait moins de concurrence dans la peinture qu'au périmètre chez les Canadiens en NBA a également joué en sa faveur, parce que c'est clair que si c'était un poste 1, 2 ou 3, un mec qui a ce rôle-là, je l'aurais probablement pas sélectionné. Mais en tant que poste 4, vu qu'il y a moins de monde, je trouve que c'est... Trey Lyles mérite sa place dans les 3 ailiers forts d'aujourd'hui. Pour les ailiers forts, ça a été très serré, ça s'est joué à une voix près pour savoir qui serait le starter, et vous avez choisi Brandon Clarke devant Chris Boucher, et en réserviste, aucune surprise avec Trey Lyles qui n'a pas du tout fait l'unanimité, vu qu'il a eu qu'une seule petite voix pour être backup, mais aucune pour être titulaire. Quoi qu'il en soit, ouais, moi je trouve ça cohérent, j'aurais choisi ça aussi, même si c'est vrai que l'hésitation elle est légitime hein, entre Clarke et Chris Boucher. Je dis pas que Brandon Clarke est un meilleur joueur que Chris Boucher, mais j'aime vraiment son sérieux et son attitude qui, à mon sens, peuvent lui permettre d'être titulaire. Quand Chris Boucher, j'aime beaucoup ce que lui peut apporter en sortie de banc. Comme je disais, c'est un mec qui peut dynamiter une défense, qui peut vite scorer sans avoir besoin de se chauffer. Quand Clarke, des fois, il est peut-être un petit peu plus discret. Donc ouais, comme ça, moi, ça me semble cohérent. J'aurais fait comme vous, Brandon Clarke titulaire, Chris Boucher en tant que backup et Trey Lyles en tant que réserviste. Let's go, on va être d'accord du début à la fin, vu comment c'est parti. Premier pivot que je présente aujourd'hui, Khem Birch, qui cette saison a perdu énormément de temps de jeu à Toronto, depuis notamment que Siakam est de plus en plus utilisé au poste 5, et que Christian Koloko prend pas mal de minutes aussi. En tant que rookie, je le trouve très bon, en tout cas dans l'énergie, ce qu'il montre au poste 5, même s'il est très brut. Et puis c'est vrai que concernant Birch, il faut pas nous mentir, c'est vrai que les line-up small ball de Nick Nurse ne l'arrangent pas du tout avec son temps de jeu. Alors que depuis son arrivée à Toronto, jusque-là, il avait été pas mal titulaire, et que durant son passage au Canada, il avait même compilé de bonnes stats, proche des 12 points et 8 rebonds sur une petite vingtaine de matchs au début, la première année, sur un faible échantillon. Cette saison, c'est différent. Il joue surtout dans le garbage time pour le moment, et du coup, c'est difficile de juger son vrai niveau de jeu actuel. Ajoutons à ça qu'il lutte depuis un an avec des soucis au genou, ça arrange rien. Néanmoins, ce qu'on va retenir avec Birch, c'est que sa force principale, je trouve, c'est son physique. Alors quand on le regarde, son physique, sur Basketball Référence, il est affiché à 2m06 et 105 kg, et dit comme ça, c'est vrai que ça fait pas forcément rêver, t'as pas l'impression qu'il a un physique de ouf. Et pourtant, moi je trouve que le gars est super solide sur ses appuis. Il est musclé, il est costaud, il est large, et moi je trouve que près du cercle, il peut démolir pas mal de monde, et défensivement, il est ultra compliqué à bouger. Alors, bien sûr, toute proportion gardée quand je dis démolir pas mal de monde, mais pour un joueur qui joue 7 minutes par match, oui, je le trouve solide. Après s'être fait opérer cet été, son but maintenant, à mon avis, à Toronto, c'est de peu à peu retrouver sa place dans la rotation, en faisant preuve de patience et en attendant l'opportunité. N'empêche que pour moi, il peut être utile face à un gros pivot sur de petites séquences, défensivement, au poste, je pense qu'il saura faire le taf. Et mine de rien, près du cercle, en bout de chaîne, même en attaque, c'est aussi un mec qui a pas mal de touchés, malgré un manque de move qui est assez flagrant. Mais si tu l'utilises à la fin et que tu lui demandes pas de dribbler ou de créer, ça ira, il pourra marquer des paniers près du cercle. Bon, vous faites pas avoir par ses pourcentages à 3 points ou au lancer, fallait bien que je les note, mais pour le moment, cette saison, il a tenté un seul triple et seulement 2 lancers. Donc même si c'est cool, parce qu'il l'a mis, son tir à 3 points, et il les a mis, ces 2 lancers, ça reste pas non plus significatif, et on peut pas dire que Khem Birch est un joueur qui s'écarte. Cependant, moi je le répète, c'est la solidité défensive que je retiens chez Birch, et ça, comme je disais, face à des big men impressionnants, le faire jouer quelques minutes, ça peut servir. Au pire, il pourra bûcheronner et faire quelques fautes, et ça peut être intéressant. Il n'y a pas non plus énormément de concurrence chez les pivots canadiens, mais je reste persuadé qu'il est utile, et c'est pour ça que je le sélectionne. Maintenant, pour le deuxième pivot, on arrive sur un profil qui est complètement différent. Donc Kelly Olynyk, qui même s'il est très souvent en difficulté en défense, a pris l'habitude de complètement s'éclater en attaque, grâce à de super appuis, notamment un vrai toucher, il a des mains en or, et surtout une réelle capacité à sanctionner de loin avec de bons pourcentages. C'est un super sniper, un super floor spacer. Bon, en contrepartie, c'est le genre de pivot qui peut être parfois un peu soft, le genre de gars qui oui, il va mettre des coups vicieux, il va se battre, mais qui au final va très peu se chatouiller dans la raquette pour prendre des rebonds, et qui est sûrement pas assez costaud, parce que oui, il pèse son poids, mais c'est pas un mec super musclé justement comme Khem Birch pour vraiment résister dans la peinture. Mais peu importe, c'est pas son profil et c'est pas ce qu'on lui demande. Lui, c'est un stretch 5 qui va profiter des meneurs notamment qui peuvent kick out pour balancer des bombes de loin ou à mi-distance, qui pourra également cut dans les bons timings pour finir des deux mains, à droite comme à gauche. Comme je disais, il a des mains en or, et qui surtout va exceller en pick and pop, c'est sa grande spécialité. Donc ouais, autant il a de vraies failles pour un pivot de 2m11, que ce soit en défense ou en rebond, ou au rebond, autant en attaque, je le trouve hyper smooth pour son gabarit, et son adresse
maladresse, lorsqu'il va prendre des coups de chaud, pourra déranger un paquet de vis-à-vis au poste 5 qui seront peu mobiles. C'est dur hein, de défendre sur Olynyk, ça veut dire que tu peux pas squatter dans la peinture, et tous ces mecs, justement, peu mobiles, qui ont tendance à squatter dans la raquette, eux, ils vont galérer. Cette saison déjà, Olynyk, en tant que titulaire dans cette équipe du Jazz, qui est l'une des bonnes surprises du début de la saison, il a sorti déjà plusieurs perfs à plus de 20 points, il a même fait une pointe à 27 face aux Knicks. Comme je le dis, quand il met des shoots de loin, il devient un petit peu inarrêtable, et dans son profil, quand on connaît ses qualités et ses défauts, on a un Olynyk qui assure. Pour faire le bilan, c'est pas le gars sur qui tu veux compter pour limiter un gros big man ou pour prendre des rebonds, mais en contrepartie, si t'as besoin de scoring et de spacing, Olynyk sera un vrai client. Ses pourcentages de loin sont excellentissimes, et ça aussi, obligatoirement, ça peut être utile dans une équipe, surtout au vu de comment se joue le basket en 2022. Donc ajoutons à ça ces très bonnes lectures, son super sens de la passe, qui est vraiment pas assez mis en valeur, je trouve, mais franchement, il peut même se muer en point forward un petit peu, en tête de raquette, en point center si ça se dit, avec de très bonnes passes, hein. Quand il se met en tête de raquette, la balle au-dessus de la tête, il balance bien la balle au cutter, et clairement, moi je trouve que dans une attaque, c'est un joueur qui trouvera toujours sa place. Dans un basket moderne, c'est vraiment un joueur qui est excellent, qui est très utile, et même s'il défend peu, il fait selon moi partie des pions essentiels de cette sélection canadienne. On verra ce que ça donne à la fin, mais son profil est particulier, c'est sûr, son profil a des qualités et des défauts, c'est sûr, mais ça reste un super joueur de basket dans son domaine, mais ça reste un super joueur de basket Kelly Olynyk. Et on termine le chapitre des pivots avec le troisième, Dwight Powell, qui lui, et ça j'aime bien, apporte encore un tout autre profil à Khem Birch et Kelly Olynyk. Ça me plaît qu'on ait trois profils variés vraiment à ce poste 5. Lui, c'est le pivot super athlétique, super musclé aussi, mais qui lui va haut, qui va manquer de move offensif, c'est sûr, mais qui pourrait être utile en défense sous le cercle, tout en trouvant en attaque de réelles opportunités sur pick and roll. C'est devenu sa spécialité, un pick, il coupe, et il va peut-être des fois terminer sur un dunk dévastateur qui va faire la une du top 10. Là, on voit que le gars, malgré les arrivées de Christian Wood ou de Javal McGee, il est toujours titulaire à Dallas, et même si son temps de jeu reste faible, parce que Carlisle aime bien varier les profils, moi je trouve qu'il est probablement l'un des intérieurs qui fonctionne le mieux avec Luka Doncic, grâce à ses gros écrans et sa capacité à réceptionner des ballons en hauteur, hein, mais un peu partout, pour finir près du cercle ensuite. En plus de ça, c'est un gros bosseur, un joueur qui a une super personnalité, de ce que je lis, et qui dans sa team pourra accepter tous les rôles sans jamais rechigner. Quel que soit son temps de jeu, ça va rester un joueur très dur, qui va tout donner, qui voudra la win, et qui restera super efficace pour finir près du cercle, grâce à son jump, grâce à sa détente, et grâce à ses qualités athlétiques. Ses 70% de réussite, au tir, sont vraiment là pour le prouver. C'est un mec super efficace. Il a peut-être pas le bagage technique le plus développé du monde, c'est sûr, mais ses forces, il les connaît, et ce qu'il fait, il le fait bien. Le mec, il prend des coups, il en met aussi, il se bat au rebond, il propose des solutions, il est toujours actif sur ses pics, et déjà, c'est cool pour un pivot. Tout le travail de l'ombre, il sait le faire, et moi, j'en demande pas beaucoup plus quand t'as autant de mecs qui peuvent scorer sur les autres postes. Donc, ajoutons à ça que sur le terrain ou sur le banc, il est toujours le premier à encourager ou à féliciter ses coéquipiers, à remuer les survêtes, non, mais les serviettes, oui. Il a un corps qui est toujours affûté, toujours prêt, et définitivement, sans être une star, Dwight Powell reste un joueur de valeur en NBA, et qui me semble très légitime dans cette sélection canadienne. Et donc, concernant les pivots, voici ce que vous avez choisi. En tant que titulaire, vous avez préféré Dwight Powell, pour sa défense, son jeu en pick and roll, etc., et Kelly Olynyk, en tant que shooter, scoreur sur le banc. Et vu comme ça peut s'entendre, mais j'avoue que moi, j'aurais fait un choix un petit peu différent, qui aurait peut-être été surtout en termes de fit, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pensait pas forcément. Je comprends que les deux se valent. De toute façon, ça s'est joué à une voix près ça a été très serré encore une fois entre Dwight Powell et Kelly Olynyk. Moi, j'aurais mis Kelly Olynyk titulaire, dans la mesure où on a quand même beaucoup de joueurs qui vont jouer près du cercle. On a un Shai Gilgeous-Alexander qui va beaucoup driver. On a un Luguentz-Dort qui peut mettre en catch and shoot, mais qui est pas très régulier non plus. On a Andrew Wiggins, lui qui peut tout faire, mais qui est pas non plus un sniper de loin. On a un Brandon Clark qui s'écarte pas du tout. J'aurais mis un 5 qui s'écarte en tant que complémentarité. Enfin, même s'il défend peu Kelly Olynyk, je pense qu'on a quand même pas mal de défenseurs dans la team, et oui, moi j'aurais mis un Olynyk titulaire pour toutes ces raisons-là. Maintenant, c'est vrai que si on oublie un petit peu ce système de complémentarité, on a un Dwight Powell qui assure, hein. Peut-être que si vous le mettez titulaire, vous voulez pas non plus le faire jouer plus qu'Olynyk, mais ça s'entend aussi d'avoir un scoreur comme Olynyk en sortie de banc. C'est notre seul petit désaccord aujourd'hui. Bien entendu, Khem Birch en réserviste, ça pour moi il n'y avait pas trop débat, et ça s'est vu dans les votes, hein, il a fini loin derrière. Mais let's go, en tout cas, moi je respecte ce que vous avez fait, et ça nous fait notre rotation sur les postes 5. Épilogue.
Donc si on fait le bilan, là voilà notre équipe canadienne avec les rotations comme vous l'avez choisi. Donc première ligne on a les starters, deuxième ligne on a les backups et troisième ligne on a les réservistes. Et ça nous fait un 5 quand même qui est composé de Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz-Dort, donc le backcourt d'OKC, même si Luguentz-Dort joue poste 3 OKC, pour moi il fait 1m90 donc c'est mieux de l'utiliser en poste 2, et puis Josh Giddey n'est pas canadien donc c'est très bien comme ça. Andrew Wiggins au poste 3, Brandon Clark au poste 4 et Dwight Powell au poste 5. Bon, ça manque peut-être un petit peu de spacing comme je le disais juste avant, mais quand même, on a un 5 de départ assez talentueux, qui peut défendre fort hein, sur les extérieurs, avec Dort et Wiggins, ça peut défendre très fort, Dwight Powell et Brandon Clark, ça peut mettre des vrais coups dans la peinture, défensivement, je trouve qu'on a un vrai 5 de départ. Et sur le banc surtout, mais on a des dynamiteurs dans tous les sens. Jamal Murray qui peut mettre ses 20 points avec une adresse de fou à 3 points. Bénédicte Mathurin qui gère à fond dans un rôle de 6ème homme cette année avec Indiana et qui peut aussi briller en sortie de banc. R.J. Barrett qui également hein, peut faire tout plein de choses. Il est polyvalent et même si je disais que sa sélection de shoot était pas ouf, en remplaçant il peut largement faire le taf. Chris Boucher et Kelly Olynyk. Chris Boucher qui est super polyvalent comme je disais, qui peut scorer très vite, qui peut faire tout plein de choses très vite. Kelly Olynyk, s'il y a besoin de spacing il viendra écarter. De toute façon, s'il y a besoin de spacing dans le 5 de départ, tu fais très vite rentrer Olynyk, tu fais très vite rentrer Boucher, tu fais rentrer Jamal Murray aussi, et le spacing tu le trouves rapidement. Et puis même chez les réservistes, hein, quand on regarde, Corey Joseph en meneur, Shadon Sharpe en poste 2, Dillon Brooks quand même en réserviste au poste 3, et Trey Lyles et Khem Birch qui pourront toujours mettre des coups et jouer quelques minutes au poste 5, et moi je trouve qu'on a une équipe qui est ultra complète. Sauf que maintenant, il est temps de répondre à la vraie question du jour. Je vais pas vous demander si la Team Canada pourrait remporter une compétition ou finir sur le podium d'une compétition comme la Coupe du Monde ou comme les Jeux Olympiques. Parce que le problème un petit peu avec cette Team Canada, c'est que ces dernières années, on l'a vu, les meilleurs n'étaient pas toujours disponibles ou ne se rendaient pas forcément disponibles pour l'équipe nationale. Et pour moi, leur souci, c'est que ça manque de vécu collectif chez eux pour battre des équipes plus huilées, comme la France, comme l'Espagne, peut-être comme l'Argentine, comme la Lituanie, comme la Serbie, j'en sais rien, en tout cas j'en passe. Pour moi, ça, c'est pas vraiment la question du jour. Ma question, par contre, elle va se jouer en termes de vivier, en termes d'individualité. Est-ce que pour vous, et ça moi j'ai hâte de connaître votre réponse, j'ai mon avis, mais est-ce que pour vous, le Canada, après les États-Unis, c'est le pays qui dispose individuellement des meilleurs basketteurs au monde? Et pour ça, j'ai besoin de votre réponse. Et donc si on fait le bilan, je suis assez d'accord avec vous. Vous êtes 83% à penser que en termes d'individualité, je le répète, pas en termes d'alchimie, pas en termes de cohésion, pas en termes de jeu FIBA non plus, pas en termes de tout ça, parce que pour moi le Canada a beaucoup trop de choses à construire là-dedans, mais en termes d'individualité, vraiment en termes de talent individuel, le Canada pour moi est le pays au monde qui possède les meilleurs basketteurs derrière les Américains, et vous êtes 83% à penser ça. 17% qui ne pensent pas ça, là je le vois dans le chat, vous me parlez de la France, de l'Australie, de la Serbie, de l'Espagne aussi, et ça je peux l'entendre parce que vous, ce que vous dites, c'est que leur grosse faiblesse au Canada se situe à l'intérieur, les postes 4 et 5, autant vous avez beaucoup de monde sur les postes 1, 2, 3, et c'est peut-être pas assez complet avec les postes 4 et 5, et c'est pour ça, je peux comprendre qu'il y ait débat, effectivement, pour moi c'est quand même bien compensé, et je trouve que finalement, même s'il n'y a pas de stars sur les postes 4 et 5, on a quand même beaucoup de guerriers, beaucoup de joueurs de devoir, donc pour moi, oui, ça reste l'équipe la plus profonde, mais je peux comprendre les 17% qui ont dit non, pour ce manque de complémentarité intérieur-extérieur, mais quand je vois qu'on a du Jamal Murray, du Bénédicte Mathurin et du R.J. Barrett sur le banc, et quand je vois qu'on a même du Dillon Brooks chez les réservistes, c'est tellement profond, ça va tellement loin les rotations sur les postes 1, 2 et 3 que moi je rejoins les 83%. Aujourd'hui, le Canada, à mon avis, derrière les Américains, est bien le pays qui possède individuellement les meilleurs basketteurs au monde, et ça c'est assez récent, donc GG vraiment à ce qu'a fait le basket canadien pour amener tant de joueurs à ce niveau-là. Je pense que le passage de Vince Carter à Toronto a transformé ce pays, le reportage sur Netflix expliquait énormément ça, et je pense que depuis qu'il est passé, il y a beaucoup plus de Canadiens qui veulent se mettre au basket, et ça se sent, parce que ces dernières années, le basket canadien a vraiment passé un énorme step, et peut-être que si vraiment on arrive à construire une Team Canada cohérente, avec un suivi sur plusieurs années, une adaptation au jeu FIBA, des joueurs qui veulent vraiment s'investir aussi, un coach stable qui arrive à lier tout ça, il y a peut-être, dans le futur en tout cas, peut-être même assez proche, même s'il faudra du temps pour construire quelque chose, il y a de quoi faire une vraie équipe compétitive qui pourra peut-être potentiellement un jour jouer une médaille dans une compétition internationale, et pour ça j'adorerais voir rapidement cette équipe au complet, en tout cas le plus vite possible.
Voilà pour ce qui est des Canadiens en NBA, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous, de cette équipe canadienne, si elle était au complet? Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait faire quelque chose dans une Coupe du Monde, par exemple? Est-ce que, selon vous, en termes de vivier, en termes de potentiel, c'est la plus grosse nation aujourd'hui dans le monde, juste derrière les États-Unis? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse à fond de connaître vos tendances. J'ai hâte de savoir ce que ça donne. Je vous le rappelle aussi, si vous voulez découvrir la toute nouvelle collection de produits dans le shop, c'est dans la description que ça se passe. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement, le watch time et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee. Honnêtement, vous êtes le sang, n'arrêtez jamais, et si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, c'est dans la description que ça se passe. Je compte sur vous. À très vite.